Je remercie le FC3R d'avoir sélectionné notre projet pour financement et de me permettre de le présenter aujourd'hui. Donc, je vais commencer par revenir un petit peu à la base pour expliquer ce que c'est que l'épiblast et ce que c'est que la pluripotence et pourquoi on s'intéresse à ce modèle. Donc, l'épiblast, ce sont les cellules pluripotentes en fait, qui se développent dans l'embryon précoce de mammifères. Donc, typiquement, ils apparaissent au stade, ce qu'on appelle le stade blastocyste. Donc, c'est les petites cellules en rouge que vous voyez. Et ces cellules sont celles en fait, qui vont donner naissance à tout le fœtus, à toutes les cellules du fœtus. Donc, ces cellules vont progressivement s'organiser. Donc, elles vont former une petite masse d'abord non structurée au sein de ce blastocyste. Et puis, chez la souris, donc ça se passe au moment de l'implantation, elles vont former un épithélium qui va progressivement se préparer à l'événement le plus important de l'embryogenèse, qui est la gastrulation, c'est-à-dire la formation des trois lignages primaires, mésoderme, endoderme, ectoderme. Donc, c'est une période qui est extrêmement courte. Vous voyez chez la souris, vous voyez en détail ce qui se passe pendant cette courte période. Donc, 1 jour et demi chez la souris, un peu plus long chez d'autres espèces, quelques jours chez l'homme, une semaine ou 2 semaines chez les ongulés. Donc, c'est une période très courte, mais évidemment essentielle, et donc dans laquelle il se passe toute une série d'événements cellulaires. Donc, vous voyez, au départ, il y a deux populations cellulaires, donc en rouge et en bleu. Donc, les cellules bleues, ce sont des cellules d'un tissu extra-embryonnaire qu'on appelle l'hypoblaste. Ça, je vais pas revenir dessus, donc vous pouvez oublier. Et donc, ces cellules forment d'abord cette petite masse, puis ensuite, elles s'organisent, elles se polarisent donc, vers l'intérieur, donc avec le pôle apical à l'intérieur, pour former ce qu'on appelle une rosette, qui ensuite va se creuser d'un lumen. Donc, ça peut paraître un petit peu anecdotique, mais en fait, ce moment crucial de l'embryogenèse est accompagné de tout un ensemble d'événements majeurs et de changements majeurs. Donc, le métabolisme notamment, on va passer d'une phosphorylation oxydative vers un phénomène un métabolisme beaucoup plus glycolytique. On a aussi des changements épigénétiques, puisque c'est le moment où la méthylation de l'ADN, qui est très basse au stade blastocyste, va commencer à se reméthyler progressivement et différemment selon les futurs lignages de l'embryon. Il y a aussi tout un tas de modifications du paysage des marques d'histone à ce moment-là. Et puis au niveau moléculaire, on va progresser, la pluripotence va progressivement progresser d'un stade qu'on appelle naïf, qui est vraiment les premiers stades. Enfin, la pluripotence naïve est celle qui caractérise les toutes premières cellules de l'épiblaste, donc caractérisées par un certain nombre de facteurs de transcription typiques. Et puis elle va progressivement se développer vers un stade qu'on appelle amorcé, où les cellules en fait se préparent à la différenciation. Et donc il y a un changement de facteur de transcription typique de ces deux stades. Donc c'est un événement tout ça se passe de façon très progressive. Et en même temps, il y a donc au niveau cellulaire l'épithélialisation, la formation de cette rosaire, et c'est concomitant à une très forte augmentation de la prolifération. Et donc on pense, il y a différents papiers qui montrent que tous ces événements sont extrêmement liés entre eux, même si on ne comprend pas exactement la hiérarchie de ces événements. Donc, l'intérêt de ce stade de pluripotence dans le blastocyste, c'est qu'on peut mettre ce blastocyste en culture et former ce qu'on appelle des cellules souches pluripotentes, qu'on appelle cellules ES, qui vont indéfiniment in vitro se multiplier et garder cette pluripotence, tout en gardant la capacité à se différencier si on les met dans un milieu de différenciation. Donc, ces cellules pluripotentes, elles ont aussi la capacité de s'auto-organiser quand elles sont mises dans une matrice extracellulaire. Donc ça, c'est des travaux qui ont été réalisés les premiers travaux là-dessus ont été réalisés dans le laboratoire de Magdalena Zernicka-Goetz, donc il y a une dizaine d'années. Donc, ils ont montré qu'on pouvait placer ces cellules dans une matrice, donc typiquement du matrigel, et progressivement, elles allaient se polariser et former un lumen. Donc ici, vous voyez un marquage qu'on a réalisé au laboratoire. Donc on utilise typiquement l'actine corticale que l'on peut voir entre les cellules, qui va progressivement se localiser aussi au niveau apical. Et on utilise Podixel pour suivre l'apparition du lumen. Donc à 48 heures, Podixel se met progressivement au centre, au niveau des membranes apicales. Et comme c'est une protéine qui est chargée négativement, elle va participer à la formation du lumen en repoussant les membranes. Donc ici, vous voyez qu'on a un magnifique lumen qui s'est formé à 72 heures. Donc, cette matrice extracellulaire, elle joue un rôle extrêmement important, un rôle instructeur dans cette polarisation. Puisque si en fait on se contente de mettre nos cellules ES
dans un milieu de les sortir de leur milieu qui maintient la pluripotence, elles vont spontanément former des petits agrégats qui vont rester en suspension, mais ne jamais se polariser ni former de l'humaine. Si on les laisse dans leur milieu de pluripotence, donc qui maintient cette pluripotence, et qu'on les met dans cette matrice, il y a un début de polarisation, mais ça ne peut pas se maintenir et les cellules redeviennent sous forme d'un agrégat amorphe. Donc on a vraiment besoin à la fois de ce milieu de différenciation et d'une matrice extracellulaire, donc en fait la formation de cette membrane basale qui va vraiment avoir ce rôle instructeur et permettre cette épithélialisation correcte. Donc, ce modèle constitue est un modèle in vitro de la morphogénèse de l'épiblaste qui est vraiment intéressante. Donc, on a un modèle ici in vitro 3R tout à fait compatible. Le gros inconvénient, c'est, comme beaucoup de ces modèles 3D, c'est qu'on utilise du matrigel qui, comme vous le savez, est extrait de tumeurs de souris. Donc, en fait, on inocule des cellules tumorales à des souris, on les laisse grossir ces tumeurs et ensuite on extrait la matrice de ces tumeurs. Donc là, effectivement, il y a vraiment quelque chose qui n'est pas bon au niveau 3R, et c'était l'origine du projet Rosette qu'on avait déposé au FC3R. Donc déjà, de caractériser bien ce modèle 3D pour montrer comment il pouvait bien modéliser cette morphogénèse de l'épiblaste in vivo. Donc il y avait aussi l'idée d'éviter l'utilisation du sérum, puisque dans les différents papiers qui étaient publiés sur ce modèle in vitro, certains laboratoires utilisaient des milieux très enrichis en sérum, donc jusqu'à 15% de sérum. D'autres utilisaient un milieu sans sérum. Et donc, on a voulu aussi comparer l'utilisation de ces deux milieux pour cette différenciation. Et aussi donc de remplacer le matrigel par une matrice d'origine non animale. Donc, pour ça, il fallait d'abord bien caractériser, bien calibrer notre système pour voir vers quoi on devait tendre avec ces matrices non animales. Et aussi donc comparer l'utilisation d'un milieu avec ou sans sérum. Donc, ce qui est avec sérum, ici, c'est ce qu'on obtient comme polarisation avec sérum ou sans sérum. Donc, on a soit des cellules qui vont d'abord se polariser, puis progressivement se creuser d'un lumen. Donc, polariser, ça veut dire qu'on a un marquage où l'actine et le codixel se situe au niveau central, apical au centre, mais sans formation d'un lumen. Et donc, à 72 heures, vous pouvez avoir des rosettes qui sont polarisées, mais qui ne forment pas de lumen, comme on le voit ici. Donc, en rouge, c'est ceux qui forment un lumen, en bleu, ceux qui sont seulement polarisés. Et donc, vous voyez que finalement, le milieu sans sérum est beaucoup plus intéressant, puisque à 72 heures, quasiment l'ensemble de nos rosettes ont un beau lumen, comme on voit ici. Et donc, globalement, on a un milieu qui est quand même... l'utilisation de ce matrigel permet quand même d'avoir plus de 80% de nos agrégats qui sont bien polarisés. Donc, ce qui se passe aussi, c'est que au fur et à mesure que ces cellules sont dans le matrigel, elles vont proliférer. Et donc, on peut suivre le nombre de cellules par agrégat au cours du temps. Donc là, on n'a pas vraiment vu de différence qu'on utilise un milieu avec et sans sérum. Bien qu'ici, en fait, la courbe en bleu, enfin le box plot en bleu est sans doute sous-estimé parce qu'il y a un moment donné où il y a certains agrégats qui sont tellement gros qu'on n'arrive pas à compter précisément le nombre de cellules. Donc là, probablement en sérum, ce qu'on a vu, c'est que probablement on avait des agrégats qui étaient extrêmement gros, ce qui peut expliquer pourquoi on perd les lumens, puisque finalement, entre 48 et 72 heures, on semble qu'on a moins d'agrégats qui forment des lumens, probablement parce que ce lumen se forme et ensuite les cellules prolifèrent tellement qu'ils s'effondrent sur lumen. Et ce qu'on a vu aussi, c'est que là, dans un milieu sans sérum, si on compare le nombre de cellules par agrégat qui forment ou pas des lumens, on voit que le niveau de prolifération est important dans la formation du lumen, puisqu'on a toujours plus de cellules dans ceux qui forment un lumen. Donc voilà, donc là, on avait déjà caractérisé ce vers quoi on voulait tendre avec des matrices d'origine non animale. Donc, comment faire pour remplacer le matrigel? Donc, le matrigel, il est composé majoritairement de laminine, mais aussi de collagène 4, et puis un petit peu d'antactine, donc qui est une molécule qui va permettre un cross-linking entre la lamine et les collagènes, et qui est à l'origine de la formation de cet hydrogène. Et puis un petit peu de parasulfate protéoglycane. Donc, nous, on utilise du matrigel qui est gros facteur reduce. Malgré tout, il reste un petit peu de facteur de croissance, mais qui probablement dans notre modèle n'ont pas beaucoup d'importance, puisqu'on peut par exemple nous on rajoute souvent de l'activine qui permet de maintenir la pluripotence tout au long de notre formation de rosette,
donc qui est de la même famille que les TGF-bêta, et les autres sont vraiment en quantité très limitée. Donc la laminine, ça c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup puisque c'est vraiment ce qui correspond dans l'embryon à la protéine majoritaire qui est autour de l'épiblaste. Quand il est in vivo, il est entouré en fait de cet hypoblaste, donc qui est ce tissu extra-embryonnaire qui secrète de la laminine et donc dépose cette membrane basale autour de l'épiblaste. Donc c'est aussi pour ça que le matrigel est sans doute très intéressant dans notre modèle. Donc ce qui est important aussi de souligner, c'est que cette laminine, j'y reviendrai, elle est sous forme native. Donc, on a regardé qu'est-ce qui existait sur le marché comme hydrogel synthétique. Donc, la plupart du temps, ils sont formés de PEG ou de polyacrylamide et dans lesquels sont ajoutés des peptides, donc correspondant à l'une de ces molécules de la matrice extracellulaire, donc la laminine, on peut trouver des peptides de fibronectine, comme le RGD, ou de collagène. Et donc, les gels sont formés après cross-linking, qui est souvent soit des ions du milieu, soit du calcium qui est rajouté. Donc, on est parti sur essayer deux matrices, enfin deux hydrogels de ces deux industriels. Donc, The Well Bioscience qui fournissait des kits de vitrogel qui nous permettaient de tester différents types de vitrogel. Et puis, Cell Guidance System qui fournissait ce qu'ils appellent des peptigels. Mais le principe de ces deux peptides est assez similaire. Donc, le test numéro 1, c'est le kit de vitrogel, donc 4 kits de V1 à V4 qu'on a testé chacun séparément, on a essayé différentes combinaisons aussi. Donc, vous savez ici le contrôle matrigel à 30 heures, qui montre la densité de cellules et puis un début de polarisation de nos petits agrégats. Et en fait, pour chacun des vitrogels qu'on a testés en parallèle avec exactement la même densité cellulaire, vous voyez qu'il y a énormément de mortalité cellulaire. Donc, tous les petits points, c'est des noyaux d'API. Et puis, les seuls petits agrégats qui sont marqués ici par le DAPI et l'actine sont un peu rarement trouvés dans ces gels. Donc, on a été un peu plus loin, donc à 48 heures et 72 heures. Et donc, ce qu'on constate, c'est qu'on a quelques agrégats qui semblent grossir un tout petit peu, mais extrêmement peu, entre 48 et 72 heures par rapport à ce qu'on voit en matrigel. Et puis, on a énormément de mortalité cellulaire. Et donc, les agrégats qui restent, non seulement ils n'ont pas l'air de proliférer beaucoup, mais en plus, ils ne sont absolument pas organisés, ils sont totalement amorphes. Donc ça, c'était... Bon, on a un peu laissé tomber ces vitrogels. On est passé au peptigel de Cell Guidance System. Donc, on a pris ceux qui étaient fonctionnalisés avec des peptides de laminine. On en a essayé aussi qui avaient des peptides de collagène. Peut-être qu'il faudra qu'on a même essayé de mélanger les deux. Et donc là aussi, vous avez le beau contrôle matrigel avec ces belles rosettes à 48 heures, avec ces petits lumens bien formés. On a essayé avec le même ensemencement ici. Vous voyez qu'il y a quelques agrégats qui survivent, pas du tout organisés. Et en fait, la plupart des cellules sont complètement explosées dès le début. Et ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'en fait, ce qu'on a remarqué, c'est que c'est bon. Dans ces peptigels, en fait, ils sont faits dans de l'eau. Donc, on rajoute les cellules dans de l'eau. Donc, il y a un choc hypotonique. Donc, même en allant extrêmement vite, les cellules explosent littéralement dans le gel. Donc, on a essayé d'aller encore plus vite et de mettre 10 fois plus de cellules. Donc là, on a une densité cellulaire qui est un petit peu améliorée, mais vous voyez que ça, c'est aussi à 48 heures, les cellules restent totalement désorganisées, totalement amorphes. Donc voilà, donc en conclusion, c'est pas très positif. Dans notre système, on a vraiment une difficulté à remplacer le matrigel, sachant qu'on met la barre assez haute, puisque dans le matrigel, on a quand même 80% de nos agrégats qui sont bien polarisés, avec formation de lumens. Et ces hydrogels fonctionnalisés, donc non seulement ils présentent une mortalité extrême, enfin les cellules, nos agrégats meurent de façon extrêmement forte dans ces hydrogels, et en plus, donc ils meurent et en plus ils ne prolifèrent quasiment pas et ils se polarisent absolument pas. Et donc la différence majeure, je pense que c'est justement que le matrigel contient des protéines natives, alors que tous ces hydrogels sont uniquement fonctionnalisés avec des peptides. Ah, je n'ai pas fait ce qu'il fallait. Donc voilà, donc je pense que peut-être notre système peut-être que ces peptides, enfin ces hydrogels pourraient marcher dans d'autres modèles qui peut-être seraient moins dépendants d'une matrice déjà formée. On a des collègues en fait qui vont les tester aussi dans des organoïdes intestinaux qui souvent peuvent partir de petits clusters qui peut-être ont déjà une petite matrice autour et pourraient marcher. Mais en tout cas, dans ce modèle dépendant d'une matrice, ça ne marche pas du tout. Et ce qu'il faudrait, c'est pouvoir développer des matrices qui seraient beaucoup plus proches
des matrices extracellulaires natives. Et pour l'instant, on n'a rien trouvé sur le marché qui existait à l'heure actuelle et qui était en plus facile d'utilisation. Donc, je voudrais remercier le FC3R donc, pour le financement de ce projet. Vincent Brochard, c'est vraiment lui qui a fait toutes les manips pour ce projet, toutes les cultures et les caractérisations, avec l'aide donc deux étudiants en master, Alice Gall et Fabien Lebel, hein, qui sont venus en master 2 cette année sur ce projet. Et puis la plateforme IMA2 pour l'imagerie de ces rosettes. Et vous pour votre attention.